stratégique reliant Kinshasa à l'espace du Grand Bandundu, ainsi que la partie allant vers Kikwit. Cette situation entrave la circulation des personnes et des biens, ainsi que l'évacuation des produits agricoles vers les centres de commercialisation et de consommation. Au-delà des infrastructures routières, la transformation de nos infrastructures portuaires en véritable moteur des développements demeure aussi une exigence. À cet égard, le port de Bandundu constitue un levier stratégique encore sous-exploité, bien qu'il dispose notamment des capacités de stockage à travers 6 silos et qui desservent une vaste zone économique couvrant le Kwilu et les provinces voisines. Cette infrastructure fonctionne aujourd'hui en deçà de son potentiel en raison notamment de la dégradation des quais, du manque d'équipements modernes de manutention et de l'insuffisance d'investissement dans les infrastructures portuaires. Dans le même cadre, il a également pu apprécier le potentiel énergétique de la région à travers l'opérationnalisation historique de la centrale hydroélectrique de Kakobola, dont l'exploitation effective est susceptible de constituer un levier majeur pour le développement économique local, la transformation agricole et l'attraction des investissements privés. Au regard de ce qui précède, le président de la République a instruit, sous la coordination de Madame la Première ministre, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, les ministres d'État, ministre du Développement rural, ainsi que le ministre des Infrastructures, de procéder sans délai à un état des lieux de la RN 17 sur les tronçons Mongata-Bandundu et de proposer les mesures urgentes permettant d'en assurer la réhabilitation et la praticabilité, ainsi que celle des routes et dessertes agricoles de la province. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de Transport, voies des communications et des enclavements, est engagé à réhabiliter les infrastructures portuaires et à moderniser les équipements logistiques du port de Bandundu afin d'en faire un hub du transport fluvial et du commerce intérieur. Il a instruit également le ministre des Ressources hydrauliques et électricité d'accélérer les travaux nécessaires à l'assainissement complet du réseau énergétique de Kakobola afin de garantir une desserte régulière, permanente et fiable en électricité au profit des populations et des activités économiques locales. Par ailleurs, il a engagé le gouvernement, tant central que provincial, à mettre en place à travers les ministères sectoriels concernés un dispositif de mesures incitatives, fiscales et administratives, favorisant l'installation d'investisseurs, l'allègement de coûts de l'électricité et le développement d'unités de transformation agricoles et industrielles dans la province du Kwilu et les provinces voisines afin de valoriser les productions locales, structurer les chaînes des valeurs, améliorer les climats des affaires, soutenir l'emploi de jeunes et dynamiser l'économie locale et régionale. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de prévenir les risques d'irradiation et de contamination radioactive sur les sites miniers industriels en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la prévention des risques sanitaires et environnementaux liés aux activités minières et industrielles, le président de la République a rappelé qu'à la suite de la pollution des eaux et des sols, ainsi que de la destruction de la faune et de la flore, ayant profondément affecté la vie des habitants du quartier Kassapa dans la commune annexe de Lubumbashi, situation provoquée en 2025 par la société Congo Dongfang Mining, il avait, lors de la communication faite à la 67e réunion du Conseil des ministres du 14 novembre 2025, appelé l'ensemble des exploitants miniers, industriels et autres opérants en République démocratique du Congo au respect strict des normes environnementales en vigueur. À cette occasion, il avait instruit les ministres sectoriels concernés de prendre les mesures appropriées pour renforcer la surveillance, améliorer la coordination et assurer une plus grande rigueur dans l'action des services techniques compétents en vue de prévenir toute récidive de telles catastrophes et de garantir à la fois la sécurité des populations et la préservation du patrimoine naturel national. Or, pas plus tard qu'il y a quelques jours,
il a été informé d'une alerte sanitaire urgente relative à des risques d'irradiation et de contamination radioactive signalés sur les sites de la société KCC à Kolwezi dans la province du Lualaba. Une telle situation, si elle devait se confirmer ou se prolonger, pourrait entraîner des conséquences graves pour la santé des populations et pour l'environnement, notamment l'exposition des travailleurs et des riverains à des radiations dangereuses, l'apparition des maladies graves à moyen et long terme, la contamination durable des sols, des cours d'eau et de la chaîne alimentaire, ainsi que des atteintes profondes à la faune et à la flore. Au-delà de ces impacts sanitaires et écologiques, de tels incidents sont également susceptibles de provoquer des déplacements des populations, des perturbations socio-économiques locales et une atteinte à la crédibilité de notre secteur minier, pourtant appelé à demeurer un moteur essentiel du développement national. Cette situation appelle donc une vigilance accrue et une réaction rapide et coordonnée des autorités compétentes afin de protéger les populations, préserver notre environnement et garantir que les activités minières en République démocratique du Congo s'exercent dans le strict respect des normes sanitaires, environnementales et internationales en vigueur, tout en appréciant les mesures déjà prises par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation sur ce dossier. Il a invité Madame la Première ministre à mettre urgemment en place une commission ad hoc sur pied afin de suivre ces dossiers et d'appuyer les mesures et dispositions sanitaires, environnementales, techniques et scientifiques qui s'imposent, tant pour contenir les risques annoncés sur le site de KCC que pour prévenir toute situation similaire pouvant provenir d'autres exploitants miniers ou industriels sur l'ensemble du territoire national. S'il l'échait, il a recommandé les recours à toute expertise requise afin d'assurer la bonne prise en charge de ce dossier. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur l'urgence de finaliser et d'engager la mise en œuvre du programme conjoint intégré pour la transformation du secteur agricole et du monde rural. Lors de son discours d'orientation, prononcé à l'ouverture de la 13e session de la conférence des gouverneurs de province, le président de la République a souligné l'urgence de garantir et de renforcer la cohérence des politiques publiques dans les secteurs agricoles, pastoral, halieutique et du développement rural. Ces processus lancés dès 2025 a permis l'élaboration du programme conjoint intégré de transformation du secteur agricole et du monde rural présenté lors de la 59e réunion du Conseil de ministres en septembre 2025. Le chef de l'État a ensuite indiqué que les contributions recueillies lors de cette conférence offrent désormais une base solide pour finaliser ces programmes et en assurer la mise en œuvre effective. En réponse à cette orientation, elle a engagé l'ensemble des ministères concernés, notamment ceux de l'agriculture, du développement rural, de la pêche et de l'élevage, ainsi que d'autres secteurs liés à l'aménagement du territoire, à la recherche scientifique, aux finances, à l'industrie, à l'environnement et à l'énergie, à se mobiliser pour achever les PCITAR. Elle leur a demandé également d'élaborer dans les meilleurs délais une feuille de route réaliste qui guidera les efforts du gouvernement afin de concrétiser la transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, l'objectif étant d'assurer un développement rural intégré et une meilleure connexion aux marchés urbains. La livraison de cette feuille de route est attendue pour la mi-mai 2026 afin d'obtenir la validation du Conseil de ministres à la fin du même mois. Le ministre d'État en charge de l'agriculture, assisté des cellules en charge du développement rural, sera chargé de coordonner cet exercice. La mise en œuvre doit démarrer dès juin 2026 et s'arrimer au processus de la préparation du prochain budget ainsi que la prochaine campagne agricole 2026-2027. Son cabinet apportera tous les soutiens nécessaires aux ministères impliqués pour garantir la réussite de cette démarche. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'État et à l'administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national.
Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué principalement par la tenue des assises de la 13e session de la conférence des gouverneurs de province dans la ville de Bandundu sous les thèmes « Transformation du secteur agricole, halieutique, pastoral et développement rural, connexion aux marchés urbains », activité présidée par le président de la République qui séjourne dans la province du Kwilu depuis le 24 mars courant. Toujours dans la province du Kwilu, des foyers de tensions intercommunautaires sur fond des conflits des limites administratives dans certaines localités de la province. Pour y faire face, le ministère de l'Intérieur envisage de mettre à contribution les experts de son administration, notamment le secrétariat général à la décentralisation et celui aux affaires coutumières, ainsi que l'Institut géographique du Congo, pour un travail de terrain avec l'objectif de régler de manière efficace ces litiges. S'agissant du phénomène Mobondo, qui a atteint la province par les territoires frontaliers à la province du Mai-Ndombe, les effets de ces phénomènes ont été neutralisés et il s'observe un calme avec des opérations de reddition en cours. Au chapitre de banditisme et de la criminalité, il a été rapporté qu'une opération de bouclage ciblée effectuée par la police le 24 mars 2026 au quartier Boba, Nduzuambombo et K15 dans la commune de Massina, la ville de Kinshasa s'est soldée par l'interpellation des 66 présumés délinquants Kuluna. Dans le cadre de l'opération Ndobo, des bouclages ciblés ont été menés ce mercredi 25 mars 2026 au quartier cité d'Egem dans la commune de Kampemba, ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, par la police nationale congolaise avec l'appui des éléments de forces armées et des autres services de sécurité. Ceci dans le but de répondre drastiquement contre la criminalité urbaine. Au total, 59 présumés délinquants ont été interpellés, dont 2 femmes. Ces opérations se poursuivent sur plusieurs parties du pays dans le but de mettre fin à la criminalité sur l'étendue du territoire national. Le point a été également fait sur la situation aux frontières ainsi que sur quelques cas de sinistres et catastrophes. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé les membres du Conseil de la nécessité de finaliser les processus de ratification de l'accord de coopération de sécurité signé entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie par les plénipotentiaires de la police nationale congolaise et celui de la police nationale turque. Son entrée en vigueur, a-t-il martelé, permettra le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de nos unités, la coopération accrue dans la lutte contre le terrorisme et toute forme de criminalité transnationale organisée et le soutien logistique. Il a sollicité l'autorisation de transmission immédiate de l'accord au Parlement pour adoption de la loi de ratification permettant ainsi au président de la République de procéder à sa promulgation. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a brossé la situation opérationnelle du pays, tant dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu que dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté les tableaux épidémiologiques en République démocratique du Congo avec un accent particulier sur le choléra et les Mpox. Au sujet du choléra, à la 11e semaine épidémiologique, la baisse des cas continue et la province du Sud Kivu restant la province la plus affectée. Au sujet du Mpox, au regard de l'évolution positive du dispositif de riposte et de la diminution sensible de cas qui sont aujourd'hui en deçà du seuil, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, va mettre bientôt fin à la riposte épidémiologique. Un communiqué officiel annonçant la fin de l'épidémie du Mpox sera à cet effet publié. Le ministre de la Santé a fini son intervention en informant les conseils de ministres des mesures qui ont été prises contre les médecins ainsi que l'équipe médicale de l'hôpital de Kinkole impliquée dans les cas de violence sur une jeune dame de 17 ans après son accouchement
dans la nuit du 23 au 24 mars et vidéo qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux. Ces actes constituent à la fois une faute médicale, déontologique et morale. Une enquête a été diligentée. En attendant, les ministres de la Santé a décidé de la suspension de toute l'équipe médicale et leur défèrement au parquet. Il a aussi demandé la radiation définitive du médecin auteur de ces violences inacceptables de l'ordre de médecins. Note d'information relevant du secteur des finances. Le ministre des Finances a informé le Conseil de la mise en œuvre d'un programme accéléré d'investissement pour la modernisation des services douaniers. Il a informé le Conseil sur les axes prioritaires de ces programmes, dont notamment la lutte contre la fraude douanière en dotant les services de la DGDA des équipements de contrôle incluant notamment les scanners des dernières générations, des dispositifs de communication satellitaires, des systèmes de radars à l'effet de minimiser toute forme de menace sécuritaire et ou intrusion dans les systèmes douaniers ainsi que sur tout l'espace de nos frontières. La première phase de ces programmes, chiffrée à 300 millions de dollars, sera financée par un prêt syndiqué par 4 banques commerciales, notamment Equity BCDC, FBN Bank, Standard Bank et EcoBank. Elles ont structuré ces financements avec l'unité de gestion des modernisations de la douane, moyennant l'utilisation de la redevance rémunératoire informatique comme collatéral. La deuxième phase sera structurée avec un partenariat public-privé avec un consortium émirati. Note d'information relevant du secteur des télécommunications. Le ministre de Postes et Télécommunications a informé le Conseil du projet d'appui technique à la sécurité nationale par la connectivité de 145 territoires et la mise en œuvre de numéros d'urgence verts. Il consistera dans sa maturité à équiper et à interconnecter les administrations publiques sur l'étendue de la République, apportant ainsi un appui substantiel et significatif à la sécurité intérieure en rapprochant utilement la haute hiérarchie, l'administration centrale et toutes les entités opérationnelles avec un impact politique, administratif et sécuritaire immédiat. Cette implémentation devra par exemple rendre possible la tenue des réunions de la conférence des gouverneurs à distance, permettre au ministre de l'Intérieur d'instruire plus rapidement toutes les entités administratives et sécuritaires, au ministre de la Défense d'interagir en temps réel avec les différents centres de commandement, afin de rendre les dispositifs de sécurité accessibles aux citoyens et accroître la perception et l'assurance d'une protection évidente auprès de la population. Il a proposé en même temps la mise en œuvre de numéros verts, numéros d'urgence courts et gratuits, pour permettre à la population de joindre plus facilement et rapidement les forces de l'ordre en cas de besoin. Le ministre de Postes et Télécommunications a rassuré avoir obtenu du régulateur et des opérateurs des télécommunications de rendre disponibles et opérationnels ces numéros verts dans une première phase pour la ville de Kinshasa au titre de projet pilote, puis sur toute l'étendue de la République. À cet effet, 2 numéros verts d'intérêt général, le 126 et le 164, ont été attribués à son ministère, qu'il met immédiatement à la disposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Note d'information relevant du secteur de la culture. La ministre de la Culture a informé les conseils de la tenue à Lubumbashi du 10 au 12 avril 2026 du festival Amani. Cette délocalisation du fait de l'occupation de Goma par des forces d'agression constitue un acte de résistance contre cette occupation. Ces grands rendez-vous culturels des références constituent un moment fort qui permet aux artistes congolais et à ceux venus d'ailleurs de passer un message fort de résilience et d'unité. Il est donc important pour le gouvernement de marquer son soutien à cette initiative comme des traditions qui constituent un moment de rayonnement culturel et de communion pour les jeunes de notre pays. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions
prise lors de la 83e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 20 mars 2026. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, 2 textes ont été soumis à l'examen du Conseil. Le premier, il s'agit du projet de décret présenté par le ministre de Postes et de Télécommunications assurant l'intérim du ministre de Mines, qui a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de décret modifiant et complétant les décrets numéro 11/28 du 7 juin 2021 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Centre d'expertise, d'évaluation, des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses CESC. En effet, cette modification trouve son fondement dans la révision du Code minier intervenue en 2018. La dite révision a vu l'insertion d'une définition cohérente et complète de la notion des certifications au travers du point 9 quater de l'article 1er comme un ensemble des mécanismes, procédures et procédés visant à établir la nature, les caractéristiques physiques et ou chimiques, l'origine et la provenance légale et licite des substances minérales, et ce, conformément aux normes nationales, régionales et internationales en la matière, prenant en compte à la fois le suivi et la traçabilité des substances minérales tout au long de la chaîne d'approvisionnement. D'où la nécessité d'actualiser les statuts du centre en vue de lui permettre d'accomplir pleinement les assignations qui y sont contenues, notamment en ce qui concerne la détermination de la nature, des caractéristiques physiques et ou chimiques de l'ensemble des substances minérales. Cette nécessité vise également la mise en cohérence de la qualité de l'autorité des certifications, préalablement reconnue au centre par les biais de son directeur général, et son rôle dans la mise en œuvre de la définition de la certification qui a conduit à l'adjonction de cette qualité à la dénomination sociale du centre. Enfin, ce texte fait du CESC le répondant dans la mise en œuvre des programmes nationaux, régionaux et internationaux de traçabilité et certification des substances minérales produites en République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de décret. Dernier texte soumis à l'examen du Conseil de ministres, projet de loi. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de loi relatif à la mise en œuvre du projet Grand Inga. En plus d'être un texte technique, il est une garantie de souveraineté parce qu'il protège un actif stratégique national et en organise la maîtrise par l'État. Il promeut la modernisation parce qu'il adapte notre droit à la réalité d'un projet hors norme. Il est également un texte qui assure une transformation économique parce qu'il ouvre la voie à l'industrialisation, à l'élargissement de l'accès à l'électricité, à la création des richesses et à l'accroissement des recettes publiques. C'est aussi un texte de justice territoriale et sociale parce qu'il prend en compte les populations locales et les exigences environnementales. Enfin, ces textes consacrent les rayonnements internationaux parce qu'ils placent la République démocratique du Congo au cœur des grands équilibres énergétiques du continent africain. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a précisé que l'adoption de ces textes enverra un signal politique fort, celui d'un État qui assume sa vision, qui se dote des instruments de sa puissance, qui sécurise l'investissement sans abdiquer sur sa souveraineté, qui choisit de faire du Grand Inga non pas une promesse perpétuellement différée, mais une priorité nationale structurée par le droit, portée par les institutions et orientée vers l'intérêt supérieur de la nation. Après débat et délibération, ces projets de loi a été adopté moyennant amendement. Commencé à 12h57, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 14h36. Je vous remercie. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février